Bonjour à tous amis dégustateurs, donc bienvenue pour les vins de la semaine, mais enfin là surtout du week-end. Donc un week-end de rugby, ça c'est sûr, c'était super. Et puis un repas chez Matt, je vais en parler dans 2 secondes, qui était magnifique. Du coup on a ouvert de belles bouteilles, forcément, dans ces cas-là. On commence par un classique, un Gigondas Gigal 2012 de chez Gigal, donc puisque c'est un Gigondas Gigal. Alors, très joli nez, vin arrivé à maturité, c'est bon, faut les boire. Très joli nez, prune, cerise un peu kirschée, certes. Jolie note épicée réglisse, fond cacao, belle bouche, droite, surtout c'est précis, c'est droit, joli tanin, soyeux, voilà, rien ne dépasse. Belle finale fraîche, jolie longueur. Tout ce qu'on attend d'un joli Gigondas. Alors après, comme souvent, hein, moi j'aime bien ce Gigondas, même s'il n'a pas une personnalité extraordinaire. Il n'empêche que c'est très agréable, c'est au niveau de ce qu'on attend. Moi j'aime bien. J'y retrouve tous les marqueurs que j'aime bien dans les Gigondas. Donc j'en suis content. Par contre, le lendemain, donc après 12 heures, on a des petites notes un peu de noix qui arrivent, donc qui me fait dire que voilà, il est vraiment temps de les boire si vous les avez, c'est 2012. Sinon, vous risquez qu'il passe un peu l'arme à gauche. Ensuite, ensuite j'ai ouvert ça justement sur la match de rugby. Vin que j'adore, moi, le domaine Combier, c'est le Clos des Grives et c'est 2019. Donc, vin que j'avais récupéré là, hop, que j'ai rentré récemment en cave. Doit être le dernier millésime, je pense, de Clos des Grives. Vin que j'adore, et une fois de plus, j'ai pas été déçu. Alors évidemment, c'est un vin de garde, bien sûr, hein, on peut le boire à 10 ans, à 20 ans, voire à 30 ans, je pense. Surtout ce 2019. Oui, certes, mais déjà jeune, c'est franchement super beau. Bon, je pense que c'est pas là où il est à son top, mais c'est déjà très beau, avec un nez de cassis un peu acidulé, mais enfin, on est très cassis, en bouche sera un peu plus acidulé. Cassis ensuite les belles notes de violette qui vont se marier avec les épices, le poivre, la réglisse, le petit côté animal très léger, un peu bacon grillé, voilà, plutôt d'ailleurs qu'animal, un peu bacon grillé, sur un fond mocha ou d'élevage, certes, ça je n'en doute pas une seconde. Mais tout ça est très harmonieux, plein, très presque classe, enfin en tout cas très élégant. Et surtout très friand. Voilà, donc on n'a aucune envie, c'est de mettre ça en bouche. Et en bouche, bah, c'est 2019. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que ça attaque, presque il y a de la fraîcheur, ce qui est assez paradoxal, avec un vin, mais ample, très beau tanin soyeux, c'est ample, mais pour autant ça part pas non plus dans tous les sens. C'est dynamique parce qu'il y a cette forme de fraîcheur, j'allais dire. C'est dynamique, c'est tonique tout du long. Et puis très belle finale, fraîche, acidulée. Donc là, on est vraiment sur le côté cassis acidulé, c'est hyper friand. Et puis les notes classiques, comme je l'ai dit, hein, on va retrouver violette d'un côté, le poivre réglisse de l'autre, le fond un peu mocha. Voilà, c'est super. Moi, j'ai adoré. Alors, gardez-le évidemment. Enfin, vous pouvez en ouvrir une pour faire plaisir si on en a plusieurs. Pour voir ce que ça donne. Mais oui, ce 2019, à mon avis, il a une longue vie devant lui et ce sera juste sublime. Ensuite, on allait donc déjeuner chez Matt et donc moi j'avais prévu un blanc, un rouge. Donc il se trouve qu'on les a finis mes 2 bouteilles. Donc pour une fois je les ai rapportées. Je sais que ça ne se fait pas, mais Matt m'a dit ouais vas-y rapporte-les pour ta vidéo. Et du coup j'avais apporté ça. Donc il y avait un thon cru aux agrumes et aux bonbons d'olive, ce qu'il appelle. Matt nous avait préparé ça, une recette 3 gros. Et du coup, j'ai apporté ça. Un château Simone, 2013. Donc palette, enfin en Provence. Voilà, moi, Simone blanc, c'est un vin que j'adore. Et une fois de plus, je n'ai pas été déçu. Pour moi, c'est peut-être le plus grand vin blanc du sud de la France. En tout cas, c'est celui que je préfère. À date, bien sûr, parce que peut-être que j'en découvrirai d'autres, j'espère d'ailleurs. Très beau nez de pommes, puis ensuite arrivent des notes un peu raisin de Corinthe, très léger pain d'épices, puis ensuite, beaucoup plus classique, des notes fougères, foin séché, on est presque à Chablis tout d'un coup, champignons, mousserons, sur un fond résine, cire d'abeille, qui est absolument superbe. Ensuite, en bouche droite, presque fraîche à nouveau,
Très belle matière, dense, ronde, pleine, voilà, une énorme plénitude, une grande plénitude en bouche, droite tout du long, finale fraîche, et puis toujours ce côté, donc sur ce côté pomme, puis ensuite les notes un peu là, foin, herbe séchée, mousseron, champignons, puis ensuite côté raisin de Corinthe, assez surprenant, hein, ou voire pain d'épices, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est extrêmement agréable, sur un fond plutôt résine cire d'abeille. C'est très beau, moi j'adore, voilà, j'adore ce vin blanc. Ensuite, je sais que Matt, il aime bien, moi aussi, on aime bien. J'avais envie de lui faire plaisir, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été déjeuner chez Matt, et donc du coup j'ai apporté une belle bouteille à nouveau. J'ai apporté ça, un Chapelle Chambertin Rossignol Trapet 2012. Alors, en plus très intéressant de boire cette Chapelle Chambertin, donc grand cru, après le Bonne-Mare de Barthes de la semaine dernière. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bah, on a un nez à nouveau, voilà, d'une complexité. D'ailleurs, j'ai servi ça à table. Isabelle, la femme de Matt, comment dire, qui aime bien le vin, bon, elle a tout de suite dit, ah oui, oh là, ça c'est très beau, ça j'aime. Voilà. Donc, ce qui, d'après Matt, est un signe qui ne trompe pas. Et elle a bien raison d'aimer parce que c'est très beau. On est évidemment sur le cassis au départ, un peu dominé, fumée, tabac, un peu. Puis ensuite, on a des notes d'épices, plutôt clou de girofle, moi j'ai trouvé. Sur un fond qui va tout d'un coup se complexifier, c'est-à-dire qu'au-delà du tabac fumé, on va avoir un peu de cuir, un peu de mocha. Voilà, on a tous ces arômes-là qui se développent, c'est vraiment très beau. Puis ensuite, ben, voilà, c'est une bouche robuste, c'est clair, très beau tanin, à nouveau soyeux, satiné, mais surtout ce que ça a, ce Chapelle que j'adore moi dans Chapelle, c'est droit, c'est profond. C'est profond, donc on pourrait se dire c'est austère, c'est droit, profond, austère, mais pas du tout, parce que justement il y a ces tanins absolument superbes qui viennent là, qui emplissent la bouche, qui apporte ce côté d'abord élégant, délicat, enfin surtout élégant d'ailleurs, et effrayant, et voilà, voilà. Donc on a un vin qui se trouve être droit et profond, mais avec ces très jolis tanins amples qui du coup sont soyeux, superbe équilibre quoi. Belle finale, fraîche et longue persistance donc sur ce côté cassis, puis ensuite fumée, tabac blond, ensuite le côté cuir, les épices, clou de girofle, la petite pointe fraîche un peu, j'ai oublié tout à l'heure, mais on l'a, la petite pointe fraîche un peu sous-bois qui devient un peu champignon là d'ailleurs, cèpe grillé un peu, hein, voilà, champignon noble. Bref, très beau vin. Évidemment que ce Chapelle Chambertin de Rossignol Trapet 2012, qui commence aussi à se boire, très honnêtement, pour y aller, je dirais même que je dirais qu'il est encore plus prêt à boire que le Bonne-Mare de Barthes. Et puis la différence, bah, en fait, le Bonne-Mare est un vin plus puissant, clairement. La finale du Bonne-Mare est plus puissante, ça en boit beaucoup plus. Par contre, lui, le Chapelle, a une profondeur que n'a pas le Bonne-Mare. Voilà. Là, c'est un vin un peu plus profond. Et alors, il n'est pas du tout méditatif, austère ou quoi que ce soit, parce qu'il y a ces tanins. Mais on a bien cette différence de puissance versus la profondeur qui donne vraiment du fond à ce Chapelle. C'est un vin qui a du fond. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre rapidement? Il y avait un super Goutte d'Or de Buisson-Charles et on s'est complètement trompé sur le millésime. On était parti sur 13 ou... Enfin non, moi j'étais parti sur 10 et puis, enfin certains étaient sur 13 et puis après non, il m'a dit que c'était plus vieux. Je dis ah bon, alors 2005 hein, parce qu'il y avait un tonique là-dedans voilà. Et bien figurez-vous que c'était 2009. Jamais j'aurais cru que c'était 2009, comme quoi je l'ai souvent dit. Les blancs chardonnay bourguignons de noble origine de 2009 vont être des vins sublimes voilà, dans le temps, parce que les grands terroirs finissent toujours par reprendre le dessus, et que même dans ces années caniculaires, bah oui, ces grands vins sur les grands terroirs retrouvent de la fraîcheur, et ce 2009 avait une fraîcheur finale surprenante. Alors, nez un peu marqué de la réduction, parce qu'en plus Mathieu l'a ouvert juste avant le repas, moi je l'aurais ouvert quelques heures avant, voilà, mais j'aime bien les verres moi, très aérés, les vins très aérés, j'ai déjà dit. Donc un petit peu marqué de la réduction à l'ouverture, et puis évidemment au bout de 30 minutes, là la réduction était passée, donc on gardait cette réduction finement grillée
qu'on avait d'ailleurs la semaine dernière aussi dans le romané de Thibaut Moret-Coffinet, mais qui n'était pas gênante. Un peu d'élevage, certes encore, donc comme quoi il faut encore on peut encore l'attendre, mais très, très beau meursault dans tout ce qu'il a de, surtout le meursault goutte d'or, dans tout ce qu'il a de classique, c'est-à-dire à la fois une bouche très ample, très très belle matière, ronde, soyeuse, voilà, belle fraîcheur, je vous dis, par la structure, je pense, ça doit être apporté par la structure, je pense, parce qu'il y a évidemment de la densité, mais ça reste, c'est pas du tout lourd. On est sur le fruit blanc, la pomme, on a les notes un peu citron, tarte citron, chèvrefeuille, meringuée, ce fond amande, amande aubépine, et puis ces petites notes, certes, un petit peu de réduction, mais moi je trouve qu'elle est bien intégrée au bout de 30 minutes, 1 heure, voilà, ça apporte un petit peu de complexité, ce grillé, et puis il y a des gens qui adorent ça, voilà. Moi j'aime bien quand c'est vraiment très très fin, et puis encore un petit peu d'élevage, certes, voilà. Euh, donc ce goutte d'or de Buisson-Charles. Ensuite, énorme surprise et magnifique bouteille, une Muntada 2010 de Gobi. Donc là, on est en Roussillon, on est sur un assemblage, je crois, c'est Carignan-Grenache. Et ma foi, c'est la deuxième fois que je bois une Muntada. Et alors, j'étais à des années-lumière. Je n'ai pas imaginé une seconde que ça pouvait être un vin du Roussillon. Enfin, j'imagine bien un vin sudiste. À un moment, j'étais à Bandol, et puis après, je suis revenu, enfin, je me suis baladé en Languedoc, Châteauneuf, et puis Bandol, mais j'ai pas mis en Roussillon. Et ma foi, très très belle Muntada 2010, avec un nez, alors, de cassis, de fruits noirs, de cassis, de myrtille, etc. Et puis des notes assez tabac, puis des notes d'orange sanguine tout d'un coup qui arrivaient, d'épices orange sanguine, voilà ce type-là. C'est pour ça que j'étais un peu sur Châteauneuf aussi. Des fruits rouges aussi tout d'un coup qui arrivaient. Bref, et c'est surtout en bouche. Parce que c'est une bouche puissante, certes, mais absolument pas ni alcooleuse. Alors, voilà, ni les tanins sont d'une finesse extrême. Et oui, c'est puissant, c'est long, etc. Mais ça reste, vous savez, dans le gant de velours, la main de fer, mais en gant de velours. Voilà, je cherchais l'expression. Avec cette Muntada qui m'a vraiment scotché. On est très loin d'un vin démonstratif. On est vraiment, c'est 2010, hein, j'entends, sur un très très joli vin. Et puis Mathieu a ouvert ensuite un autre vin, puisqu'il avait fait une daube provençale, hein, c'était un peu l'idée, recette de sa grand-mère, avec des capres et des anchois. Et donc il avait ouvert lui un coteau du Languedoc de Madeleine Soria, je crois que je ne me rappelle plus de son prénom. Donc le Clos des Cistes en tout cas. Voilà, le Clos des Cistes, et c'était 2006. Un vin que j'aime beaucoup, autant Clos Sierra Leone, voilà, je trouve souvent que c'est très puissant, un peu alcooleux pour moi, enfin ceux que j'ai bu en tout cas étaient voilà, bon, des vins intéressants, mais too much pour moi. Et là, à nouveau, sur ce Clos des Cistes, j'ai beaucoup apprécié. Alors, on est à nouveau sur un vin puissant, hein, ça ne dépareillait pas après la Muntada. Mais à nouveau, effectivement, très beau tanin, soyeux. C'est sûr que c'est dense, c'est robuste. Voilà, on a dépassé, hein, on est sur des vins presque massifs. Hein, mais à nouveau, pas d'alcool même, on va dire, pas d'alcool ressenti, j'entends. Une précision, une finesse de tanin à nouveau dans le Clos des Cistes assez remarquable. Et là, par contre, très pour le coup, cuir, puis ensuite tabac, presque boîte à cigares. Au premier nez, j'étais à Bordeaux, c'est pour vous dire. Je me suis dit, mais c'est quoi, c'est Bordeaux, c'est un vieux Bordeaux, ça, oulala. Et en fait, donc pas du tout, hein, bravo Mathieu, champion du monde de la dégustation à l'aveugle. Et ouais, parce qu'il y avait un côté ouais, assez tabac, mais moi que j'aime beaucoup, cuir, tabac, boîte à cigares, assez marqué sur ce Clos des Cistes. Voilà, petit tour rapide, il est tard parce qu'on est rentré tard de chez Mathieu. J'espère que vous aussi vous avez passé un beau week-end. Nous, il a été magnifique en tout cas en termes de dégustation. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!